C'est donc ce matin à 10h20 que Marie Trintignant s'est éteinte dans une clinique de la région parisienne après 5 jours de coma profond. Bande de chiens! On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans une histoire pareille? Ça serait un malencontreux accident. Elle serait tombée et elle aurait pris un coup. Il y a deux clans, il y a deux intérêts, deux mondes qui s'affrontent en fait. Il n'y a rien. Moi, j'ai jamais rien vu. Visiblement, personne n'a jamais rien vu. Il n'y a pas d'amour quand on prend le visage d'une femme pour un champ de bataille. J'ai du rouge, mais je suis rentré dans une colère noire. Et je me suis servi les deux faces, ça je sais, parce que c'est ça, et ça, et ça, et ça, vous voyez. Elle a été massacrée, Marie Trintignant. Le crâne a tellement été secoué que les nerfs optiques ont explosé en fait. Donc la théorie de Quentin tombe à l'eau à ce moment-là. Est-ce que c'est un coup de folie ou pas un coup de folie? Des fois, il me disait, on s'aime trop. Elle m'en répondait toujours, ça ne peut pas être trop, on s'aime jamais trop. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la possession. Ça, c'est du contrôle. C'est l'aboutissement d'un processus de mise sous emprise et de violence faite aux femmes. Réjouis-toi de l'avoir connue. L'affaire Quentin, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Bonsoir à tous. Deux stars amoureuses, une mystérieuse dispute et une fin tragique. Au cœur de l'été 2003, la mort de Marie Trintignant, tuée sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat, fait la une de tous les journaux. À l'époque, beaucoup ne veulent voir dans ce drame qu'un tragique accident. Mais aujourd'hui, plus de 20 ans après les faits, c'est un autre mot qui est sur toutes les lèvres, un féminicide. Pour comprendre cette affaire et les passions qu'elle déchaîne, il faut questionner les faits. Que s'est-il vraiment passé dans la chambre 35 de l'hôtel Domina Plaza à Vilnius ce 27 juillet 2003 ? Quels sont les nouveaux éléments survenus depuis le drame et qui viennent encore alourdir le dossier ? La réponse dans ce nouveau document de chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une affaire qui bouleverse la France depuis plus de 20 ans. Au cœur de cette enquête, les morts brutales de deux femmes, l'actrice Marie Trintignant en 2003 et Christina Radi, l'épouse de Bertrand Cantat en 2010. Leur point commun, avoir aimé le même homme, le chanteur de Noir Désir. Tout commence à Vilnius, en Lituanie, le 31 juillet 2003. Sous l'œil de dizaines de caméras, Bertrand Cantat apparaît menotté, escorté par les policiers lituaniens. Il y a 5 jours, Marie Trintignant est tombée sous ses coups. Ce jour-là, Stéphane Boucher est l'un des premiers journalistes sur place. Il a un côté zombie, c'est l'ombre de lui-même. Il a cette veste en jean grise crasseuse en plein été qu'il n'a pas quittée depuis 4 jours. Il est méconnaissable en fait. C'est l'image de quelqu'un de totalement accablé. Quand il arrive au Vilnius, il est encore largement médicamenté, puisqu'il a fait une tentative de suicide, donc il est sous tranquillisant. Bertrand Cantat, traité comme un vulgaire criminel, l'image d'une chute vertigineuse pour celui qui, la veille encore, était l'un des plus grands rockers de France. À l'époque, c'est une immense star qui vend énormément de disques, qui vend encore plus que Johnny Hallyday. C'est le Che Guevara français. Cette figure-là ne peut pas être violente, c'est impossible. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans une histoire pareille? Cette histoire tragique commence en France 1 an plus tôt, lorsque le chanteur va rencontrer par hasard l'actrice Marie Trintignant, une figure du cinéma d'auteur. C'est une actrice qui a joué dans des films d'auteur, on sait qui elle est. C'est surtout la fille de Jean-Luc Trintignant. C'est un homme, une femme, c'est la fille d'une légende du cinéma français. C'est une femme libre, 4 enfants de 4 pères différents, qui part quand elle n'aime plus, c'est ce qu'elle dit, voilà, qui vit à fond.
À l'époque, l'actrice est mariée avec le réalisateur Samuel Benchetrit. Ils viennent d'avoir un enfant. Ensemble, ils travaillent à leur nouveau projet, un film consacré à la vie de la chanteuse américaine star du rock, Janis Joplin. Et pour connaître la vie de Janis Joplin, elle veut voir quelqu'un sur scène et elle va voir Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, c'est un monstre sur scène. Il a toutes les caractéristiques du rocker. C'est-à-dire qu'en fait, il est beau, il est jeune, et puis c'est un rebelle. Et à la fin du spectacle, elle demande à voir Bertrand Cantat dans sa loge. Et là, il y a une alchimie qui se crée, un coup de foudre, comme on dit, entre les deux. Mais cet amour naissant rencontre un premier obstacle. Ils sont tous les deux déjà en couple. L'actrice partage donc la vie de Samuel Benchetrit et de son côté, Bertrand Cantat vit depuis 10 ans avec Christina Radi, la jeune femme organisatrice d'événements artistiques et d'ailleurs enceinte de leur deuxième enfant. Mais ce qui est très particulier dans cette histoire, Bertrand Cantat va demander l'autorisation à son épouse d'aller rejoindre Marie. Bertrand Cantat se jette à corps perdu dans sa relation avec Marie Trintignant. Dès lors, les deux amants sont inséparables. En fait, ils ont une relation un peu d'adolescent. Chaque seconde est consacrée à l'autre. Les témoins qui nous parlent de cette love story nous disent qu'ils sont raides dingues l'un de l'autre. Raides. Fou amoureux, Bertrand Cantat décide d'accompagner Marie Trintignant sur le tournage du film Colette à Vilnius, en Lituanie. Nous sommes au mois de mai 2003. Et chose rare, il se confie même à la télévision lituanienne sur leur histoire d'amour. Qu'est-ce qui compte plus pour vous que la musique? My love. The girl I love. Nothing except the girl I love. Ils racontent un amour absolu. Ils vivent leur amour de manière totalement déraisonnable. Marie Trintignant, d'habitude si studieuse sur les tournages, semble elle aussi totalement absorbée par son amant. Dès qu'elle le peut, elle s'échappe du plateau pour le rejoindre. Une situation qui exaspère Nadine Trintignant, la réalisatrice du film, qui n'est autre que la mère de l'actrice. Marie Trintignant semblait moins investie, alors que c'est un film, enfin un téléfilm en tout cas, qui a été écrit pour elle, par elle. Donc oui, effectivement, je pense que tout le monde l'a ressenti et a été un peu surpris par cette distance parce que c'est pas son fonctionnement habituel sur un tournage. Aux yeux de tous, à ce moment-là, le couple vit une passion. Alors comment cette histoire d'amour a-t-elle pu se transformer en sordide fait divers? Comment la star du rock a-t-elle pu devenir un meurtrier? Le 8 août 2003, auditionné pendant des heures par le procureur de Vilnius, Bertrand Cantat va devoir s'expliquer. Exceptionnellement, l'audition est filmée et nous nous sommes procuré ce document unique. Aidé d'une traductrice, d'entrée de jeu, le chanteur raconte sa version de cette nuit tragique. Pour lui, c'était un accident. Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez fait un crime? Dans ces termes-là, je constate que ça a entraîné la mort, mais je ne peux pas accepter le terme j'ai fait parce que c'était un accident et une lutte. Il raconte ce qui s'est passé, comme s'il avait construit son récit, s'était créé sa vérité, voilà. Pour comprendre l'enchaînement des faits, le chanteur revient quelques heures avant la nuit tragique. Ce 26 juillet 2003, l'équipe fête le dernier jour de tournage de Lambert Wilson. Lorsque le couple arrive, tout le monde sent que quelque chose ne va pas. On sent qu'il y a quelque chose qui le taraude et elle a tendance un peu à le repousser, mais elle a l'air un peu fatiguée. Voilà, on sent une tension qui est assez inhabituelle entre eux. En cause, un texto que Marie Trintignant vient de recevoir.
un message que le chanteur ne va pas supporter. La violence va naître d'un texto. Un SMS que Samuel Benchetrit envoie à Marie Trintignant, c'est signé « Je t'embrasse, ma petite Chanice ». Bertrand Cantat pète un plomb. Il devient fou à cause de ce texto. Je me suis dit, il y a là un déséquilibre absolu et une injustice totale. C'est-à-dire que ça, c'est des bases qui ne sont pas bonnes. C'est pas possible. Moi, en quelque sorte, la conclusion, je me suis dit, moi, je n'ai le droit de rien, de ne pas avoir une relation correcte et créer une forme d'harmonie, disons, du côté de mes enfants. Mais par contre, eux peuvent s'envoyer des montants et peuvent aller faire la promotion d'un film, et il n'y a pas de problème. Bertrand Cantat a l'impression d'avoir sacrifié Christina Radi, qui est enceinte, pour vivre son nouvel amour. Ça, c'est l'origine du drame. Et en fait, il va pourchasser, harceler Marie Trintignant pendant les heures qui suivent pour avoir une réponse. Il dit, mais pourquoi il a écrit ça? Tu te moques de moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et ce texto va grignoter la tête de Bertrand Cantat, le hanter durant toute la soirée. Le couple décide alors de ne pas suivre le reste du groupe en boîte de nuit. À la place, ils vont prendre un dernier verre chez un assistant réalisateur du film. Qu'est-ce que vous avez bu? Bon, on a bu beaucoup de vin et beaucoup de vodka. 1 litre chacun, je ne sais pas. Donc, voyez dans tout le monde. Donc, 1 litre et de vin et de vodka. De vin et de vodka. À peu près. Et de vin et de vodka. Oui. Mais la soirée n'apaise pas la tension au sein du couple. Le chanteur se montre agressif, il casse un verre. Face au comportement de Bertrand Cantat, l'assistant met fin à la soirée. Il décide de les raccompagner à leur hôtel. Le trajet dure 10 minutes, théoriquement, si on est sobre. Ils vont mettre 1 heure. Ils vont mettre 1 heure. Donc à minuit, on voit le trio arriver à l'hôtel Domina Plaza. Dans la chambre numéro 35, Bertrand Cantat et Marie Trintignant sont désormais seuls. Devant le procureur, le chanteur raconte en détail ce face-à-face qui va tourner au drame. Quand je m'est arrivé dans l'appartement, je sais pas, il y a eu 10 minutes qui se sont passées, rien de spécial. Il y a un silence assez lourd. Marie Trintignant va se démaquiller. Et Cantat n'a qu'une obsession, c'est qu'elle s'excuse pour le texto. Et elle ne veut pas, et elle veut juste aller se coucher, en fait. Et il insiste, et là, elle explose, en fait. Elle criait, elle hurlait tout le temps. Précisément, va voir ta femme, va la voir ta femme, va voir ta femme, tout le temps. Elle n'a pas arrêté. Donc elle crie, et elle lui demande de partir. Et il semble qu'il ait d'abord cherché à la maîtriser. Elle m'a donné tout le point, ensuite elle m'a agrippé. Et tout, et le cou, j'avais des traces partout. Elle m'a dit, l'a fait. Les bras, Marie a donné le coup pour moi et ensuite elle s'est jetée sur moi. Jusque-là, moi, je ne l'ai pas touché. Bertrand Cantat se présente quasiment comme une victime. C'est-à-dire qu'il va dire que c'est elle qui lui a sauté dessus, que c'est elle qui a frappé la première, et que d'ailleurs il est tombé, il avait très mal au dos. Personne ne s'est occupé du fait que l'agressivité pouvait venir aussi de quelqu'un d'autre que moi. Je précise d'ailleurs que tout ce que moi j'ai eu corporellement, personne n'a regardé et personne n'a cherché à le constater depuis le début.
Eh oui. Là, je garde des hématomes encore. Ça date encore. Vous savez, c'est quand même le samedi d'avant. J'en avais ici sur le parfait. Il est dans le déni, qui est un déni caractéristique des auteurs de violences conjugales. Et c'est jamais lui qui est à l'initiative, c'est elle qui lui a sauté dessus. Enfin, elle faisait 1m60, il faisait quasiment 1m90. Il y a quand même une disproportion, mais il dit quand même que c'est elle qui a frappé la première. Et là, il dit qu'en fait, il a des gestes de violence. Et c'est là que les coups sont tombés. Voilà. Et voici ce que Bertrand Cantat raconte au procureur. J'ai eu l'impression que c'était quelque chose comme un double, ce qu'on appelle un aller-retour. Un aller-retour, c'est tac, 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 tac. Probablement. Là, je l'attrape Marie ici, par le col. Et là, j'ai voulu la jeter, donc sur le canapé. Sur le sofa. En la lançant sur le sofa, elle est atterrie comme ça sur le bord du sofa seulement, mais en fait, elle est tombée par terre. Elle n'a pas atterri complètement dans le sofa, j'ai loupé le... Je l'ai lancé. Je l'ai lancé, tout bêtement. Lors de la reconstitution, photographiée quelques jours plus tôt, Bertrand Cantat a émis l'hypothèse que la tête de Marie aurait alors cogné contre un radiateur. Elle serait tombée et elle aurait pris un coup. Ça serait un malencontreux accident, c'est-à-dire qu'il aurait eu un geste, mais en fait, elle serait tombée. Elle aurait cogné la tête sur un radiateur, il ne se souvient plus très bien, mais en tout cas que ça serait la faute à pas de chance, en définitive. Dans la chambre numéro 35, il est maintenant minuit et demi. Les cris cessent. Marie Trintignant gît inanimée sur le sol. Bertrand Cantat se rend-il compte de l'état de sa compagne? Il est parti se calmer dans la chambre. Et quand il est revenu, elle était à terre, sur le tapis. Et elle a perdu connaissance. Et ensuite, il va raconter que il l'a prise, qu'il l'a déshabillée, qu'il l'a couchée et qu'il lui a quand même essuyé du sang sur le visage. Quand même. 1h46 après leur dispute, Bertrand Cantat appelle Samuel Benchetrit, le mari de l'actrice, à propos du fameux texto. Le chanteur raconte leur dispute et explique que Marie risque d'avoir des bleus sur le visage. Inquiet, Samuel Benchetrit l'encourage à faire venir Vincent Trintignant, le frère de Marie, qui travaille aussi sur le film. Arrivé sur place, Vincent ne mesure pas immédiatement la gravité de la situation. Vincent va voir Marie qui visiblement dort. Elle est en train d'agoniser. Ils ne s'en rendent pas compte. Bertrand aurait-il tenté de dissimuler la vérité sur l'état de l'actrice? C'est en tout cas ce que Vincent va déclarer lorsqu'il est interrogé. Cantat dit « J'ai tout de suite emmené Vincent voir Marie ». Lui dit Cantat avait un comportement bizarre, il voulait pas que j'aille dans la chambre, il me parlait tout le temps pour pas que je m'inquiète et pour pas que je regarde, il essayait de gagner du temps. Donc il a eu l'impression que Cantat essayait de retarder les choses, qu'il essayait de cacher quelque chose. Et à un moment donné, Vincent Trintignant veut en avoir le cœur net et du coup il va pour de bon dans la chambre, il allume bien la lumière. Et là, il voit du sang qui coule de la bouche de sa sœur. Il se rend compte qu'elle est toute bleue et il appelle les secours, mais il est trop tard. Quelques heures plus tard, lorsqu'il comprend que Marie risque de ne pas survivre, c'est le choc. Et Bertrand Cantat tente alors de se donner la mort. Il a avalé grosso modo tous les médicaments qu'il trouvait sous la main et il a perdu connaissance. Daniel Trintignant après a dit que s'il avait vraiment voulu se suicider, il aurait dû se jeter par la fenêtre. Secouru à temps, le chanteur s'en sort finalement et il s'accroche à sa version des faits. 12 jours plus tard, face au procureur,
Il affirme, c'est un tragique, un dramatique accident. Le terme de crime intentionnel, je le refuse complètement. Mais cette thèse est-elle crédible? Marie Trintignant a-t-elle réellement fait une mauvaise chute qui lui aurait été fatale? C'est en tout cas la version relayée par la plupart des médias dès les premiers jours du drame. Michel Fine est alors journaliste à TF1. C'est elle qui couvre l'affaire pour la première chaîne. Je me rappelle très bien, une première dépêche dit l'actrice Marie Trintignant est à l'hôpital et que c'est probablement un accident. Ce qui fait que dès le début, on part très vite sur l'hypothèse d'un coup accidentel ou d'une chute dès la première dépêche AFP. De son côté, la famille de Marie Trintignant n'y croit pas et le fait savoir par son avocat, Maître Kiechman. Les proches de Marie Trintignant portent plainte parce qu'ils sont convaincus qu'il ne peut s'agir d'une simple chute accidentelle sur une moquette et que l'état de Marie, l'analyse des chirurgiens conduit à penser que des coups violents et multiples ont été portés. Mais évidemment, ça, c'est l'enquête qui l'établira. Il y a donc désormais deux thèses qui s'affrontent. L'accident ou la mort due à de trop nombreux coups. Deux thèses incarnées par deux camps qui se font face à Vilnius. D'un côté, les Trintignant, avec à leur tête Nadine, la mère de Marie. Nadine Trintignant m'a dit qu'elle était persuadée que Bertrand Cantat a tué volontairement Marie Trintignant, sa fille. Et de l'autre, le groupe Noir Désir, épaulé par Christina Radi, l'épouse de Bertrand Cantat. Et elle fait tout pour défendre son mari et essayer de sauver dans la mesure du possible le père de ses enfants. Pour moi, c'est le personnage le plus important de toute cette affaire, du début à la fin, parce qu'elle a une obsession, elle veut que ses enfants gardent leur père. Voilà, elle ne pense qu'à ça. Cette mère courage, le public la découvre dès les premiers jours du drame, notamment à travers une scène qui va marquer tous les esprits. Alors que le chanteur va être incarcéré, elle court derrière lui pour lui donner des nouvelles de Marie Trintignant, toujours entre la vie et la mort. Elle vit encore, Bertrand, je le sais. Elle aimait tout le temps cet homme, malgré ses défauts, malgré son infidélité, et pour ça, elle voulait le sauver. De son côté, Nadine Trintignant va tout faire pour tenter de sauver sa fille. Malgré un pronostic vital engagé, elle refuse que Marie meure en Lituanie. Elle organise donc un rapatriement pour une opération de la dernière chance dans une clinique de Neuilly-sur-Seine. Bande de chiens! Mais cette ultime opération n'y changera rien. Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un œdème cérébral, et ce malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann. Je vous remercie. Et à partir de là, l'affaire change totalement de dimension. Ça a un impact incroyable sur l'opinion publique. On ne parle plus que de ça. Les journaux du matin au soir, c'est devenu l'affaire du moment. C'est donc ce matin à 10h20 que Marie Trintignant s'est éteinte dans une clinique de la région parisienne. Après 5 jours de coma profond, l'actrice de 41 ans a succombé au coup de son compagnon Bertrand Cantat. On a perdu une amie, une femme merveilleuse, une actrice extraordinaire, et c'est dégueulasse. Avec la mort de l'actrice, la bataille de l'opinion publique est lancée. L'enterrement a lieu le 6 août 2003 au Père-Lachaise. Ce jour-là, la famille de Marie entend bien crier au monde qu'elle n'enterre pas seulement leur fille, mais bien une victime de violence conjugale. Il y a une mise en scène au Père-Lachaise, côté très théâtral, cinématographique, voulu par la famille. C'est Nadine Trintignant qui a imposé son choix et
qui a fait effectivement de cette obsèque une tribune et un hommage massif à Marie. Il y a toute la famille du cinéma au grand complet, tous vêtus de blanc, à la demande de la famille Trintignant. Un moment marque particulièrement les mémoires, l'hommage de Jean-Louis Trintignant à sa fille disparue. Ne pleure pas celle que tu as perdue. Oh, au contraire, réjouis-toi de l'avoir connue. Pardon. C'est un moment exceptionnel. Il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là. Énormément d'émotions. Alors que la France pleure la mort de l'actrice, l'enquête continue pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. Et de nouvelles révélations vont faire basculer l'affaire. Le docteur Bernard Marc a travaillé avec les médecins légistes de l'Institut médico-légal de Paris qui ont autopsié Marie Trintignant. Et leurs conclusions sont accablantes. Il y a des plaies qui sont notables sur la joue et une plaie qui a réussi à ouvrir l'arcade sourcilière. Ça, c'est un coup contondant, un coup avec une force importante. C'est quelque chose qui est très compatible avec des coups reçus avec probablement une main avec des bagues. Une partie de l'autopsie pourrait confirmer le scénario de Cantat de 4 grandes gifles en aller-retour, je dirais. Les premiers éléments sont concordants avec la version du chanteur, mais la suite de l'autopsie, elle, va le contredire. En cherchant à comprendre comment est apparu l'œdème qui a causé la mort de Marie Trintignant, les médecins vont découvrir qu'elle ne présente aucune trace de chute accidentelle sur un radiateur. Lorsqu'on tombe sur un rebord, eh bien, on a l'arête du rebord du meuble qui peut occasionner un traumatisme, et un traumatisme crânien. Ce n'est pas les lésions qui vont être retrouvées, et donc cette hypothèse-là est rejetée. Donc la théorie de Cantat, sa première version des faits, tombe à l'eau à ce moment-là. C'est l'autopsie du cerveau de l'actrice qui va révéler une toute autre vérité. À l'intérieur de ce cerveau, on va trouver des petites hémorragies, comme si on portait des coups à différents endroits et le cerveau en lui-même saigne à plusieurs endroits. Et puis il y a des lésions au niveau des nerfs optiques et des lésions hémorragiques au niveau des nerfs optiques. Ça implique des coups importants, des coups avec des éléments de secouement aussi. Le crâne a tellement été secoué que les nerfs optiques ont explosé en fait. Et ça, c'est un syndrome classique, notamment dans les affaires de bébés secoués. Donc ça veut dire, et ça Bertrand Cantat n'en a pas parlé durant sa déposition, que Marie Trintignant a eu un mouvement de va-et-vient absolument terrible pour provoquer ce genre de traumatisme. Et ça n'est pas tout. Il y a un autre élément qui va remettre en cause la version de Bertrand Cantat. Il y a une blessure qui ne correspond pas au récit de Cantat, qui est la fracture du nez. C'est une fracture avec un enfoncement, c'est-à-dire qu'il y a eu un recul du mur nasal. Ça veut donc dire qu'il y a eu un coup porté, un coup important. Il faut un coup de poing avec des bagues, il faut éventuellement un coup de tête qui va occasionner cette partie-là. Des gifles, un coup de poing ou un coup de tête, un syndrome du bébé secoué, autant de constatations qui révèlent la violence de cette nuit-là. Après le rapport d'autopsie, on se rend compte qu'il a menti. Ce n'est pas une mort accidentelle, elle est réellement morte des coups donnés par Bertrand Cantat. Il y a eu un acharnement, un peu comme des coups portés successivement dans un sac de sable quand on est à l'entraînement pour la boxe. Elle a été massacrée, Marie Trintignant. Face à ces terribles révélations, la famille de Marie décide d'agir. Alors que les auditions se poursuivent en Lituanie, Nadine Trintignant saisit en parallèle la justice française. Par sécurité, ils vont déposer une plainte pour coups et blessures volontaires en France, ce qui fait qu'il va y avoir 2 enquêtes parallèles, une enquête en France et une enquête en Lituanie. 18 août 2003, 3 semaines après le drame, la juge française Nathalie Turquet atterrit à Vilnius.
Dans ses bagages, ce fameux rapport d'autopsie et une volonté, passer un accord avec la justice lituanienne. Vous pensez que vous allez pouvoir coopérer utilement avec les autorités lituaniennes? Certainement, je suis là pour ça. Et... Vous avez de bons contacts avec eux? Excellent, excellent. Donc, nous allons coopérer sans aucune arrière-pensée ni retenue. Tout cela sera soumis au bon vouloir des autorités lituaniennes. De toute façon, l'enquête réalisée par la brigade criminelle en France servira essentiellement à venir compléter l'enquête menée en Lituanie. Elle demande à faire l'audition de Bertrand Cantat elle-même et le procureur de Vilnius va accepter sous réserve qu'elle lui donne le rapport d'autopsie. Et c'est ce qui va se passer. C'est du fond de sa cellule que Bertrand Cantat apprend l'arrivée de la juge et l'existence de ces nouveaux éléments qui l'accablent. Pour l'avocat du chanteur, maître Olivier Messner, rien n'est perdu. Il suffit juste de changer sa stratégie pour éviter les 15 ans de prison qu'il encourt si le meurtre est confirmé. Et Olivier Messner se renseigne très vite sur le droit en Lituanie. Et donc en Lituanie, il y a un article du code pénal qui parle de crime passionnel. Et le code pénal en Lituanie, ils disent homicide, on tue quelqu'un sous l'emprise de la passion, 6 ans. Ok? C'est ça dont il faut se servir. C'est ça dont il faut se servir. Ça veut dire quoi? Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais. Il faut jouer ce récit romanesque. L'avocat va se servir du droit lituanien pour tenter d'atténuer la peine de son client. Mais cette stratégie va-t-elle fonctionner? Va-t-il convaincre le procureur de Vilnius et la juge d'instruction française? Le 21 août 2003, le chanteur est à nouveau devant la justice lituanienne. Accompagné de maître Messner, il raconte une fois encore la soirée du drame, mais en y apportant quelques nuances par rapport à ses premières déclarations. Tout d'abord, sur leur consommation d'alcool, le chanteur va minimiser les quantités absorbées. On a bu un peu quand même de la vodka et du vin et de la vodka. Pas mal, mais pas non plus des quantités incroyables. Le fait de commettre un homicide volontaire ou involontaire sous l'empire d'un état alcoolique constitue en Lituanie une circonstance aggravante, donc qui pourrait aggraver son sort judiciaire. Est-ce que tous les trois, vous étiez déjà ivres? Oui, mais pas ivre, gentiment, quoi. Vous voyez la nuance, on n'était pas sots comme des cochons. Il incite sur le fait qu'il n'avait pas bu outre mesure. Et en fait, comme il a eu le lavage d'estomac, on n'a jamais pu vraiment déterminer le degré d'alcoolémie qu'il avait à ce moment-là. Puis, le chanteur décide d'assumer la violence de ses coups. Fini les petites claques de la première audition. Ce sont des claques, main ouverte. 4, 2 allers-retours, 4 claques. Il est obligé d'expliquer quand même la violence des coups qui ont été démontrés pendant l'autopsie. Donc il dit j'avais des bagues, j'avais des grosses bagues, et j'ai donné des claques fortes. J'ai vu rouge, là je suis rentré dans une colère. On a beaucoup de couleurs pour ça en France. J'ai vu rouge, mais je suis rentré dans une colère noire. Et c'est quelque chose de main ouverte, mais c'est vrai que c'est pas gentil, hein. Ce sont des grosses baffes. Il dit des grandes gifles, des grands allers-retours, ce qui pourrait coller, je dirais, avec l'autopsie. Donc il évolue un peu dans son déroulé des faits. Et je me suis servi les deux faces, ça je sais parce que c'est ça, et ça, et ça, et ça, vous voyez. Et là, il mime ces claques avec une espèce de violence qui, je trouve, transparaît pendant l'audition. Et moi, ça m'a fait flipper de regarder ça. C'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Si le chanteur reconnaît ses torts, il va tenir un nouveau discours sur Marie Trintignant. Je reconnaissais pas Marie, c'était déjà autre chose là, c'était vraiment monté déjà. Je peux poser cette question, j'ai le droit de la poser, il y a un problème, il y a un déséquilibre, et elle ne répondait que « va voir ta femme, va voir ta femme, va voir ta femme », jusqu'à devenir complètement hystérique. Et il prononce ce mot, hystérique.
Si vous voulez, il y avait à la fois du mépris et de l'hystérie, ça montait comme ça, de dire toujours va chez ta femme, va la voir ta femme. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, il n'y a pas eu d'autre. Elle s'est bloquée là-dessus, elle a tout bloqué là-dessus. Et elle est devenue folle avec ça. Lui dit, si moi j'en suis arrivé là, c'est qu'elle était hystérique et que je n'arrivais pas à la calmer. Que ce mot-là, il n'est pas du tout anodin. Il a été choisi à bon escient. Bertrand Cantat va jusqu'à utiliser de prétendues révélations faites par le frère de Marie Trintignant lors de la nuit du drame, qui concernerait le passé conjugal de l'actrice. Il m'a dit qu'il avait déjà connu ça, d'un problème de Marie s'étant battue avec un homme, un problème de violence de couple, avec sa sœur. Que c'était pas la première fois qu'il avait déjà donné. C'est vraiment un choix de Metzner, à un moment, de dire on va ouvrir cette vanne-là à ce moment-là. Parce qu'à aucun moment avant, Cantat ne s'était permis ça. À aucun moment mettre en cause le comportement de Marie Trintignant. Et là, il y a un vrai changement. Cette stratégie de défense, elle consiste à aller taper sur la victime pour la décrédibiliser, pour lui retirer ce statut de victime. Enfin, Bertrand Cantat va jouer sur le registre de l'émotion. À la fin de ces 5 heures d'audition, il s'effondre en larmes. Au moment où j'ai su qu'elle était morte, ça a été ma mort à l'intérieur aussi. Bertrand Cantat se met à pleurer et il va même émouvoir les membres de la police française qui sont là. Il va émouvoir tout le monde. À quel point c'est absurde, à quel point c'est un horrible accident, mais à quel point c'est vrai aussi que c'est moi qui ai provoqué sa mort, moi qui l'aimais tellement, elle qui l'aimait tellement. Le cœur profond du problème, il est là, c'est qu'on s'aimait comme des fous. Des fois, je lui disais, on s'aime trop. Elle m'en répondait toujours, ça ne peut pas être trop, on s'aime jamais trop. C'est la faute de l'amour, en définitive, c'est-à-dire que l'amour était trop fort, trop puissant, qu'il les a un peu balayés tous les deux et que, quelque part, ça devait se finir comme ça. Moi, ce que je vois, c'est un homme possessif. C'est pas de l'amour, c'est de la possession. Il a perdu son objet. C'est là-dessus qu'il pleure. J'ai la culpabilité profonde d'avoir tué la personne sans laquelle je suis incapable de vivre. Voilà exactement ce que je suis en train de vivre. Et c'est ça, la réalité. Tous les éléments du crime passionnel sont désormais posés. Reste à le faire savoir à la presse, qui attend à la sortie de la salle d'audition. Et c'est Maître Metzner qui s'en charge. Il y avait entre eux un amour tellement absolu qu'il y avait parallèlement des exigences aussi absolues. Maître Metzner, il instrumentalise avec beaucoup de talent, malheureusement, parce qu'il donne une lecture de l'histoire. Il impose cette lecture. Elle est hystérique. L'amour à mort. Il était émouvant. Marie lui est apparue comme jamais. Il ne l'avait vue. En furie, hystérique, mais il ne pensait pas qu'elle puisse être comme ça. Et finalement, ça veut dire quoi, elle est hystérique? Ça veut dire elle y est pour quelque chose, elle a mérité ce qui lui est arrivé, en fait. C'est ça que ça veut dire. La stratégie fonctionne. Dès le lendemain, une large partie de la presse s'émeut des déclarations de Bertrand Cantat. Ça marche dans les médias. Le Parisien, c'est poignant. Le Monde, c'est émouvant. Le Figaro, c'est même tonalité. C'est ça qui est extraordinaire, en réalité. C'est-à-dire qu'il a inversé complètement la situation. Donc, mission accomplie pour Bertrand Cantat. Face à ce retournement de la presse, le clan Trintignant contre-attaque. Le premier à aller au front pour déconstruire la petite musique du crime passionnel, c'est Maître Kiechman, et il utilise les grands moyens. Il est parfaitement invraisemblable de penser que cette frêle jeune femme, d'1,65 m, moins de 60 kilos, ait pu bousculer, renverser à terre
un gaillard qui est un véritable athlète d'1,90 m, 85 kg, et entraîné à plusieurs disciplines sportives. Mais il a des preuves, Georges Kiechman. Des photos. Et il montre le visage tuméfié de Marie Trintignant. Vous voyez que ce que Cantat appellera pudiquement un coquard fait à Marie est en réalité accompagné de multiples contusions de la face. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça, quoi? Il va trop loin. Et je ne sais pas si c'est pas un petit peu contre-productif. Face à l'horreur de ces images, la stratégie de la défense se fait moins frontale, mais tout aussi efficace, et les proches du chanteur se mobilisent. Derrière les déclarations de Metzner, il va y avoir un peu le clan Cantat qui va se mettre en marche et venir sur les plateaux, le frère de Cantat, Xavier Cantat, des journalistes des Inrocks qui vont dire oui, mais enfin, Marie Trintignant, elle avait 4 enfants de 4 pères différents, elle était d'un caractère un peu compliqué, donc ça va être la stratégie de salir la victime. Je pense qu'il a une valeur je ne veux pas dire que je ne connais pas Marie Trintignant, je ne veux pas dire qu'elle n'avait pas, mais qui est fondamentale chez lui, qui est la fidélité. Il ne s'est pas marié 3 fois, lui. C'est-à-dire, non, mais je suis désolé, mais il faut dire ces choses-là. Mais pourquoi ne pas les dire? Ce sont les faits. Metzner, lui, il est beaucoup plus retors. Il est beaucoup plus malin. Il n'y va pas frontalement. Il y va par presse interposée, tranquillement, en suggérant que peut-être, en installant une petite musique, elle était comme ci, elle était comme ça, elle n'était pas si nette que ça. Et finalement, peut-être que Metzner sera plus fort. Les amis de Marie sont choqués par le portrait qui en est fait dans les médias et ils tentent, eux aussi, de rétablir leur vérité. La chanteuse et actrice Lio donnait la réplique à Marie lors du tournage à Vilnius et elle livre une version bien différente des faits dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Je voudrais qu'on arrête de parler d'un drame de l'amour. Ce n'est pas un drame de l'amour. C'est pas un drame de la passion. Non, il n'y a pas d'amour quand on prend le visage d'une femme pour un champ de bataille. Le visage de Marie était méconnaissable. C'est pas un coup qui est parti par hasard, c'est des coups répétés et acharnés. Ce n'est pas ça de l'amour, et ça n'en sera jamais. Et tant qu'on continuera à dire qu'on peut taper par amour jusqu'à la mort de quelqu'un et de trouver qu'il y a des circonstances atténuantes et d'appeler passion ce qui n'est que de la rage, et les femmes continueront à mourir. Dans l'indifférence. Dans l'indifférence. À l'époque, l'une des seules qui défend Marie Trintignant, c'est Lio, et c'est extrêmement minoritaire. Je trouvais qu'elle était inquiète et stressée. Je trouvais que c'était une femme fatiguée. Elle était l'ombre d'elle-même, voilà, c'est ça que je trouvais. Lio va mettre un peu le feu aux poudres. Elle va dénoncer, vraiment, j'accuse Bertrand Cantat d'avoir exercé une emprise, d'avoir été violent, d'avoir fait régner une forme de terreur au sein de son couple. Pour le clan Trintignant, cet état d'emprise aurait commencé dès le début de leur histoire en 2002. Toutes les histoires avec un conjoint violent, ça commence toujours comme une lune de miel. C'est précisément l'emprise qui est en train de s'installer. Cantat, il devient omniprésent dans la vie de la comédienne. Sans cette phase de lune de miel explosive, il ne peut pas y avoir tout le reste. Il ne pourra pas y avoir le contrôle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette espèce de domination par la passion pour que l'autre soit tenu par ça. Dès lors, le séjour de Bertrand Cantat à Vilnius prendrait une toute autre dimension. Si on regarde ça de manière superficielle, on va peut-être avoir l'apparence d'un couple fusionnel, très très amoureux. Mais en réalité, ce n'est pas de la fusion, mais c'est du contrôle. Bertrand Cantat, il isole Marie Trintignant. Elle avait une espèce de distance, notamment parce que, une fois que les scènes étaient terminées, elle disparaissait. Elle ne parlait pas avec l'équipe. Elle était avec Bertrand Cantat, en fait, voilà, qui attendait dans la caravane. Sur le plateau, au moment des prises, Marie Trintignant n'aurait plus lâché son portable. Quand elle tourne, elle a son téléphone dans la bottine, parce qu'il faut qu'elle réponde à tous ses textos. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas ça de l'amour. Ça, c'est de la possession.
Il est là, il ne la lâche pas. Moi, je me souviens de cette image où on la voit, elle, en train de se faire maquiller, et lui, il est derrière elle et il la tient. On a l'impression d'une laisse. Accaparée par Bertrand Cantat, l'actrice n'aurait plus été que l'ombre d'elle-même. La maman de Marie aura constaté pendant cette période-là du tournage que sa fille n'est plus tout à fait la même, qu'elle s'éteint. Mais c'est normal qu'elle s'éteigne, puisque c'est l'autre qui lui puise toute son énergie. Donc elle est en train de perdre d'elle-même, en réalité. Elle est en train de perdre de son identité. Probablement que cette situation l'épuise aussi. Elle perd de la lumière. Tout le monde raconte qu'elle maigrit, qu'elle devient un peu terne. Et ça, c'est très révélateur. Une femme qui n'en peut plus. Dès lors, une question hante Nadine Trintignant. Bertrand Cantat avait-il déjà été violent avec Marie avant la nuit du drame ? En fouillant dans son téléphone, elle redécouvre un texto envoyé par sa fille. Et au regard de ce qui s'est passé la nuit du drame, elle raconte que son sang s'est glacé d'effroi. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. C'est une magnifique phrase. Mais enfin, elle me l'a envoyé en SMS le soir, je l'ai lu. C'était signé Fifi battue. Nadine Trintignant va s'en vouloir de ne pas avoir su interpréter ce message. Comme dans la journée, comme comédienne, je l'avais poussé, je l'ai pris pour moi, je l'ai pris à l'envers, disons. Pour que je sois restée sans comprendre son SMS, c'est que vraiment, j'étais complètement dans le film et... oui, trop peut-être. Aujourd'hui, on est en droit de se demander si c'est pas le SOS d'une fille à sa mère. Alors que l'enquête se poursuit, le clan Trintignant est persuadé que Bertrand Cantat n'en était pas à son coup d'essai et qu'il a pu être violent avec d'autres femmes avant Marie. Pour preuve, le témoignage d'Agnès Tassel, la maquilleuse du film, qui aurait recueilli les confidences de Christina Radi, la femme de Bertrand Cantat, à son arrivée à Vilnius. En 2003, dans l'émission Le Droit de savoir, elle raconte. Je suis allée vers elle, elle était dans le hall de l'hôtel, je me suis présentée. Elle était effondrée, comme nous tous, et... Je lui ai dit, mais est-ce que cet homme était violent avec vous? Elle m'a répondu oui. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'hôpital à cause de cela? Elle m'a répondu oui. Et elle a ajouté, il a été violent avec toutes les femmes qu'il a aimées. Christina Radi a-t-elle réellement tenu ses propos? Entendue par la justice, elle dément et défend bec et ongle celui qui est encore son mari. Je ne me suis pas confessée à elle que Bertrand m'a frappée. Je me suis confessée à elle que Bertrand pouvait être violent et que je ne comprenais pas comment ça pouvait aller jusque-là, qu'il pouvait être violent dans la parole. Pour moi, le mot violent, ça revient pour la parole. C'est tout. Elle dit qu'elle n'a pas été battue, elle n'a jamais été battue par Bertrand Cantat. Elle défend son mari. Alors pourquoi Christina Radi choisit de défendre Bertrand Cantat? C'est une question intéressante, mais est-ce qu'elle l'a vraiment choisi? Une femme sous emprise, c'est quelqu'un qui ne choisit pas forcément. Quel est son degré de liberté à l'époque? Je me pose, moi, encore la question aujourd'hui. À Paris, ce revirement inattendu questionne les enquêteurs. Pour obtenir des réponses, les policiers multiplient les interrogatoires et fouillent le passé de Bertrand Cantat. Il y a une grande violence verbale. C'est-à-dire c'est quelqu'un, je vous le disais, c'est quelqu'un qui, tant qu'il n'a pas gain de cause, va continuer, jusqu'à élever le ton et jusqu'à aller parfois à l'insulte, à la colère très très forte. Donc quelqu'un qui peut être effrayant verbalement.
Mais les policiers français ne trouvent aucune plainte de violence conjugale dans leur fichier concernant la rockstar. Un argument qu'Olivier Messner va évidemment utiliser dans les médias. La police a enquêté, a interrogé tout le monde, a vérifié dans les commissariats de police s'il y avait eu des dépôts de plaintes, s'il y avait eu ne serait-ce que des inscriptions sur les mains courantes, a vérifié dans les hôpitaux, il n'y a rien. Tout contredit la thèse de Nadine Trintignant. Alors, il y a un moment, faut le comprendre, quoi. Voilà. Il n'y a rien. Moi, j'ai jamais rien vu. Visiblement, personne n'a jamais rien vu. En 23 ans, si Bertrand a réussi à tromper son groupe, ses proches, sa famille, son public, les journalistes, c'est que c'est un très grand acteur. Marie Trintignant a-t-elle été victime d'un tragique accident ou a-t-elle péri sous les coups de son compagnon? Était-elle sous emprise ou follement amoureuse? Bertrand Cantat est-il un homme violent ou un amant passionné? Ce sera à la justice de trancher. 8 mois après le drame, le 16 mars 2004, le procès de Bertrand Cantat s'ouvre à Vilnius. Dans son box, il est un peu ratatiné sur lui-même. Il est un peu comme une bête traquée. Il y a des journalistes de partout, des photographes de partout. C'est un peu compliqué, quoi. Il est toujours dans une posture un peu victimaire. Dans la salle d'audience, 2 camps se font face. Il y a les Cantat, le clan, avec les parents Cantat, les membres du groupe, et le clan Trintignant, avec Nadine Trintignant, Vincent, le frère, et les pères des enfants de Marie Trintignant. Donc les 2 clans qui sont en hostilité totale. S'il est condamné, Bertrand Cantat risque jusqu'à 15 ans de prison. Mais un témoignage crucial pourrait tout faire basculer, celui de Christina Radi. Elle a une certaine prestance. C'est une belle femme, grande. Elle s'exprime en russe. Elle est polyglotte, elle a beaucoup de langues. Ça aussi, ça a dû peut-être impressionner les magistrats ou les personnes qui étaient dans la salle. Kiejman, avocat de la famille Trintignant, il l'attend en tournant. Il pense qu'il va la faire parler. Et il lui demande si elle a déjà été violentée par Bertrand Cantat. Et elle se tourne vers lui et elle lui dit « Maître, je n'aurais jamais été avec un cogneur. Je n'aurais jamais été avec un agresseur. » Elle a fait totalement basculer le procès par son attitude, par son dévouement, par son sacrifice. Kiejman va se tourner vers Cantat et dire « Vous avez beaucoup de chance d'avoir une femme comme celle-là. » Voilà. Et c'est la fin du match. Elle le sauve à ce moment-là. Le verdict signe la victoire du clan Cantat et la stratégie gagnante d'Olivier Messner. Il est condamné à 8 ans de prison pour homicide volontaire avec une partie de circonstances plus ou moins atténuantes liées au contexte passionnel, je dirais, conjugal de l'affaire. Si Bertrand Cantat avait été jugé en France, il aurait pu facilement prendre le double. Aujourd'hui, franchement, la même affaire, 20 ans plus tard, Bertrand Cantat, il peut être jugé pour homicide volontaire, donc il risque jusqu'à 30 ans de prison. Si il n'est condamné qu'à 8 ans de prison, c'est grâce à Christina Radi, sa femme, son épouse, son soutien. Elle le sauve et elle se condamne, en quelque sorte, à ce moment-là, parce qu'elle va être la victime d'après. Pour les Trintignant, c'est la douche froide. Et c'est d'autant plus dur que 6 mois après le procès, le chanteur obtient d'être transféré en France pour y purger sa peine au centre de détention de Muret, près de Toulouse. En France, il devient le détenu chouchou de la prison parce que c'est Bertrand Cantat déjà, hein, donc c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a du charisme. En fait, il va embobiner tout le monde. Il a réussi à mettre dans sa poche son jeu de l'application des peines
le juge Laflaquière. Donc très vite, en fait, il va obtenir des permissions de sortie. Très vite, hein, au bout de 2 ans. Pour le juge, le principal argument qui prouve que Bertrand Cantat est réinsérable, c'est la présence de Christina Radi, toujours à ses côtés. Il y a Christina qui organise tout, voilà, qui est vraiment là. Christina Radi vient, encore une fois, sauver Bertrand Cantat en apportant sa caution morale. Au bout de 4 ans, comme l'y autorise la loi, le juge d'application des peines décide d'une libération conditionnelle. Bertrand Cantat sort de prison en 2007. Il s'installe dans le sud-ouest avec pour projet de reprendre sa carrière et de reconstruire sa vie aux côtés de Christina Radi. Ils ne dorment pas dans la même chambre, ils ne forment plus un couple au sens complet du terme, mais ils vivent ensemble. Officiellement, Bertrand Cantat semble aller mieux. L'enfant chéri du rock est en train de réussir son retour. Pour preuve, il apparaît avec la grande famille de la chanson pour l'enterrement du chanteur Alain Bachung en mars 2009. Il est amaigri, on le voit avec des traits tirés. On sent qu'il a encore le poids de toute cette histoire un peu sur les épaules. Car ce que son public ignore, c'est qu'à la même époque, sa vie privée vole en éclats. Christina Radi, sa femme, est en train de le lâcher. Celle qu'il a toujours défendue a rencontré un autre homme, François Sobadu, et elle est sous le charme. Ma rencontre avec Christina s'est faite dans un restaurant qui est un peu à l'écart de Bordeaux. Et en fait, je devais la voir dans le cadre de la programmation d'un festival dont elle s'occupait. Et puis, on a parlé de tout sauf de boulot. Et puis, plus ça allait, plus je sentais qu'elle me plaisait. On s'est rappelé le lendemain et puis après, on s'est plus quitté. Une histoire d'amour que Bertrand Cantat aurait du mal à accepter. Bertrand Cantat, il ne va pas supporter que Christina Radi puisse faire sa vie. Il redevient jaloux, il commence à remettre la pression progressivement sur Christina Radi. Peu à peu, François Sobadu reçoit des messages inquiétants de Christina Radi. Ce 3 juillet 2009, elle semble épuisée et soucieuse. Je suis à bout de force. Bertrand est extrêmement jaloux de toi. Et s'il apprend quoi que ce soit, ce sera la fin de mon histoire ici-bas. Elle me supplie de ne plus lui envoyer de SMS, mais on continue quand même à échanger. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2003 ? C'est à chaque fois le même scénario. Ah mais elle est terrorisée. Mais les enfants ont peur de lui. Elle vit dans un climat psychologique incroyable. Elle est terrorisée. Elle a peur de ses accès de rage, de colère complètement non contrôlables. Elle a peur d'y laisser la peau, quoi. Comme Marie Trintignant. Selon François Sobadu, Christina Radi aurait même été séquestrée une nuit entière par le chanteur. Elle était rentrée chez elle et Cantat l'a enfermée dans la cuisine. Il avait un couteau et elle dit qu'il menaçait de se suicider. Toujours dans cette espèce de dramaturgie terrifiante, en fait, qui n'a pour objectif, comme d'habitude, que d'exercer son pouvoir sur l'autre. Après 3 mois de liaison, de guerre lasse, François et Christina se séparent. À force de faire des allers-retours, moi j'ai décidé, j'ai dit bon maintenant tu choisis ton camp et puis si t'as envie de rester avec un fou furieux, c'est ton problème, quoi. Pendant un moment, Christina était partagée entre les 2 hommes. Ça aussi, psychologiquement, c'était assez difficile. Mais finalement, elle a quand même choisi son mari. Mais la violence semble s'être installée au sein du couple, comme en témoigne ce message laissé par Christina sur le répondeur de ses parents en juillet 2009. Le message, il dure 7 minutes et 33 secondes. Elle raconte dans ce message ce qu'elle subit de la part de Bertrand Cantat.
Elle a eu une dispute avec son mari, avec Bertrand Cantat, et dans ce message, elle se plaint de Bertrand Cantat. Elle dit qu'il est devenu violent, et elle était extrêmement bouleversée de ce qui s'est passé. Mon mari természetesen gondolhatátok, hogy valami még kellemetlenebb sorozat történhet, mint ami történt 2003-ban, mert az nem velem történt, ez csak vele történik, és már többször megosztam a legrosszabbat, la femme bolondeuse, ceci va déjà. C'est une femme terrorisée qui parle à ce moment-là. Elle est terrorisée. Hogyha szerencsém van, és van bennem erő, és még nem fog későn, akkor át fogok költözni másik országba. Kerülnek fog tűnni, muszáj. Elle dit tout, en réalité. Elle dit la terreur dans laquelle elle vit à cause de Bertrand Cantat. C'est un appel à l'aide, c'est une bouteille à la mer, c'est un appel de désespoir quelque part. C'est une femme qui ne sait plus comment s'en sortir, qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus quoi faire, et qui ne voit plus qu'une seule issue, c'est la mort. Un appel à l'aide sans suite. Car lorsque les parents de Christina Radi la rappellent après ce message inquiétant, elle va leur demander de ne pas intervenir. Elle jure même que les choses se sont arrangées dans son couple. Et puis, vous savez, les victimes de violences conjugales, elles vont, elles viennent. Donc c'est très compliqué pour la famille, c'est très compliqué pour l'entourage de savoir quoi faire. Les tensions ont-elles réellement cessé? La violence a-t-elle disparu, comme le prétend l'épouse de Bertrand Cantat? 6 mois après ce terrible message, le 10 janvier 2010, l'horreur frappe à nouveau la vie du couple. Christina Radi met fin à ses jours au premier étage de leur domicile. Milo, qui a 12 ans, qui est le fils aîné du couple, un matin de janvier, qui découvre sa mère pendue dans la maison familiale, en fait. Il va aller réveiller son papa qui dort sur le canapé du salon en lui disant je crois que maman nous fait une farce, quelque chose comme ça. En fait, il avait découvert sa mère pendue. Et c'est à ce moment-là où Bertrand Cantat va demander à Milo de l'aider à décrocher sa mère. On ne demande pas à son fils d'aider à détacher sa mère, c'est complètement lunaire. L'enquête va conclure un suicide. Mais beaucoup s'interrogent. Quelle est la part de responsabilité du chanteur dans ce nouveau drame? Pour moi, Christina Radi, c'est le symbole du suicide forcé. Elle subissait des violences physiques et psychologiques énormes. Donc de toute façon, si elle s'est suicidée, c'est à cause de lui. Ça, il n'y a aucun doute possible. La seule manière pour elle de se sortir de cet enfermement mental, ça va être de se donner la mort. À l'époque, la justice considère que Bertrand Cantat n'a rien à voir avec la mort de son épouse. Toujours en liberté conditionnelle au moment des faits, il n'est pas inquiété. Mais après la disparition brutale de Christina Radi, les médias et l'opinion publique s'interrogent. En relisant l'histoire aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'aboutissement d'un processus de mise sous emprise et de violence faite aux femmes. On se demande si oui ou non Bertrand Cantat n'est pas le prototype de l'homme violent. La disparition de Christina Radi va avoir une autre conséquence, cette fois-ci sur la carrière de Bertrand Cantat. 10 mois après la mort de son épouse, le groupe Noir Désir se déchire. Il y a un repas dans un restaurant de Bordeaux où il commence à s'en prendre aux membres du groupe en leur disant qu'il
lui doivent tout et qui sont ingrats vis-à-vis de lui. Il est d'une ingratitude totale et absolue vis-à-vis du groupe, parce que le groupe, là, ils l'ont attendu. Ils ont toujours été là derrière lui. Et à l'arrivée, il va détruire le groupe. Donc c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est un comportement totalement aberrant. Il y a eu un communiqué quand même très lapidaire du groupe qui trouvait indécent de continuer à le défendre vu les événements, vu le suicide et vu probablement ce qu'il savait sans jamais l'avoir porté à la connaissance de la justice. Le groupe a d'autant plus un sentiment d'ingratitude qu'à l'époque du procès de Vilnius, un pacte secret aurait été conclu entre les membres de Noir Désir et Christina Radi. Un pacte pour protéger Bertrand Cantat. C'est ce qu'affirme la journaliste Anne-Sophie Jeanne dans son livre « Désir noir », publié en 2023. Anne-Sophie Jeanne a eu un des membres de Noir Désir qui lui a dit « On a mis en place un système entre les membres du groupe et Christina Radi pour dire que Bertrand Cantat n'avait jamais été violent. » Je savais qu'il avait frappé la femme avec qui il était avant Christina. Mais ce jour-là, nous avons tous décidé de mentir. Nous étions sous son emprise. C'est un vrai pervers narcissique. Il est très charismatique. Quand il entre dans la pièce, il absorbe toute l'énergie. Après, il vous tient. Aujourd'hui, on le sait. Il y a une omerta, qu'il y a toujours encore, hein, parce que pour faire parler quelqu'un dans l'entourage de Cantat encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Pourquoi autant de gens protègent Bertrand Cantat? Pourquoi autant de gens ont menti et continuent de mentir sur la violence de cet homme? Ces révélations vont faire l'effet d'une bombe, même auprès d'une partie de l'institution judiciaire. Et en juillet 2025, sur la base de nouveaux témoignages troublants, une procédure est ouverte à l'encontre du chanteur pour violence volontaire par conjoint. Le juge d'application des peines, aujourd'hui, dit « je me suis trompé ». Moi, il m'a dit on s'est fait manipuler. Même les psys se sont fait manipuler. Ça nous renvoie tous d'ailleurs à nos propres erreurs et nos propres égarements sur cette histoire. Après la séparation du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat tente de se relancer avec un nouveau groupe nommé Détroit. Mais le regard de la société a changé, notamment grâce au mouvement MeToo. Et chacune de ces apparitions provoque la colère d'une partie de l'opinion publique. Vous voulez pas discuter? C'est de la provocation, ça, non? La provocation est là. La provocation est là. Moi, je veux juste discuter. Cantat a été réduit au silence. Voilà. Que peu à peu, il s'est effacé. Voilà. Il vit aujourd'hui à Bordeaux, très discrètement. Voilà. Quasiment plus d'apparitions publiques. Ils sont plus beaucoup de chez lui. Je pense qu'il a compris qu'il était, entre guillemets, rejeté par la société d'aujourd'hui, et que ce qu'il avait fait n'était plus acceptable dans la société d'aujourd'hui. Mais il a mis énormément de temps à le comprendre. Aujourd'hui, l'affaire Cantat est donc plus qu'un simple fait divers. Ce drame symbolise à lui seul la façon dont notre regard a évolué sur les violences faites aux femmes.